termes d'agenda, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est trois grandes phases. Déjà, dans un premier temps, avec Pierre, on va démystifier un petit peu le sujet de la transformation et comprendre un petit peu ce qui se cache derrière ce terme qui peut paraître assez vaste. Ensuite, Pierre, tu vas nous partager la méthode testée et approuvée par Orange et tu nous proposeras aussi un zoom sur quelques outils pratiques que tu utilises. Et enfin, je vous disais, on finira ce webinaire vers 11h45 sur un temps de Q&A où vous pourrez aussi nous partager vos réactions, vos questions, et on vous partagera quelques actus à ne pas manquer. Oui, ce qu'on s'est dit avec Morgane, c'est que si vous vous connectiez aujourd'hui, si vous preniez le temps de vous connecter, c'est probablement que vous êtes confronté à des projets de transformation dans votre propre organisation. Alors, peut-être que vous questionnez sur le fait, la pertinence d'en lancer, peut-être que vous en êtes l'instigateur, le sponsor, peut-être que vous en avez hérité avec plus ou moins de plaisir la responsabilité du pilotage, ou peut-être que vous êtes simplement contributeur, là aussi avec plus ou moins d'entrain à des projets de transfo. Et donc moi, dans l'échange du jour, ce que je me propose de vous faire, c'est de vous parler de transfo de manière quand même assez décomplexée, assez pratique, et puis de vous partager justement quelques enseignements, lesson learned comme on dit, de tirer voilà, de mon expérience chez Orange, de projets que j'ai pu voir passer ou auxquels je continue de participer aujourd'hui chez Orange. Top. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première question que j'ai pour toi, Pierre. Qu'est-ce qu'on entend par transformation ? Oui, alors on va ouvrir notre première séquence de démystifier la transfo. C'est vrai que souvent, quand on entend parler de transfo, quand on se renseigne, quand on voit les posts sur LinkedIn, il y a quand même une approche assez candide qui nous est proposée. On se croirait dans un conte de Walt Disney. Il suffirait de définir une stratégie, disposer d'un sponsoring fort, communiquer en interne pour le fameux donner le sens et puis engager les parties prenantes. Donc ça, c'est super, mais ça donne juste l'impression qu'en un claquement de doigts, vous faites tout ça et la transformation, elle va s'opérer. Dans la vraie vie, c'est quand même un peu plus compliqué et si on veut poursuivre la métaphore avec de la pop culture, on va plutôt prendre l'image d'une longue saga avec plein de saisons, plein de spin-offs. Donc, cette notion de complexité, d'ailleurs, elle va revenir quand même dans toute notre présentation. Et puis, les 4 messages, moi, que j'aimerais vous passer déjà sur cette intro, que vous allez pouvoir vous-même utiliser pour en parler autour de vous lorsque vous êtes en charge ou que vous contribuez à une transfo, ça va permettre de faire baisser la pression et les attentes. D'abord, une transfo, c'est absolument pas linéaire. Donc, c'est impossible de l'aborder comme, vous voyez, un projet de développement produit, justement, ou de déploiement d'un nouvel outil. Il n'y a pas forcément un début super clair, des jalons, des livrables qui sont clairement attendus ou pré-identifiables au début. Deuxième point, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps pour à peu près tout. Ça prend du temps pour se mettre en place, ça prend du temps pour se lancer, ça prend du temps pour avancer, pour voir aussi des résultats concrets. Et c'est pas parce qu'on a eu peut-être 3 ou 6 mois sur lesquels on a vachement bien avancé que le rythme il va être identique tout au long du projet. Donc là aussi, soyez super cool et restez zen par rapport au temps. C'est normal qu'on ait des phases hautes, des phases un peu plus down. Troisième point, c'est qu'on apprend en marchant. On trébuche, on tâtonne, on va tester des choses, on doit attendre des fois, on doit pivoter. Moi, sur mes projets de transfo, combien de fois on a pivoté notre modèle de fonctionnement ou nos thématiques. On doit aussi prioriser, on doit faire des choix. Donc, ce n'est pas toujours des décisions qui sont évidentes et qui tombent sous le sens. Et tout ça, c'est aussi un peu normal parce qu'une transformation, elle s'inscrit dans un environnement plus large qui lui-même évolue. Le contexte business, le contexte de l'entreprise, peut-être de nouvelles priorités stratégiques. On va prendre un seul exemple. Les 2 années qu'on a connues avec le Covid, forcément, elles ont eu des impacts sur tous les plans ou projets de transfo qui étaient lancés avant cette période-là. Et puis, troisième point, je vais prendre plutôt la métaphore vous savez, du labyrinthe végétal. On sait
globalement dans quelle direction, pardon, on sait globalement où est-ce qu'on doit aller, mais on ne connaît pas forcément le chemin exact ni ce à quoi ressemble l'arrivée. Le labyrinthe végétal, on sait qu'on va devoir se perdre dans les méandres, on sait qu'on va arriver au centre du jardin à un moment donné, mais on ne sait pas quelle fleur on va y trouver. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans une transfo qu'on traite souvent de sujets, je dirais, mous. Il y a des notions de culture, il y a des notions de pratique, des notions d'appropriation, tout ça, ça se décrète pas. C'est pas parce que vous allez dire que les gens vont mieux collaborer, mieux coopérer ensemble. Et donc, je vais refaire un parallèle avec un outil digital, par exemple. On entend souvent une transfo numérique, déployer un nouvel outil digital. Ça, déployer un nouvel outil, c'est pas de la transfo en tant que telle. Si on voulait parler de transfo dans ce cas, il faudrait non seulement prendre le projet de déploiement en tant que tel, mais aussi justement son appropriation, son exploitation juste, sa connexion avec les process existants et peut-être l'émergence de nouvelles pratiques. Oui, justement, Pierre, tu parles de la transfo digitale et c'est vrai que j'ai l'impression que on va sur Google, on tape transformation et c'est automatiquement transformation digitale. Il n'y a pas forcément d'autres choses qui sont mises en avant alors que c'est un sujet qui est assez vaste. Alors toi, du coup, comment on fait pour qualifier cette transformation et quels sont les différents types, on va dire, qui existent? Ouais, alors c'est vrai que le mot transformation, même en tant que tel, c'est un peu un mot valise. Il est un peu mis à toutes les sauces. Et donc, c'est pas évident, même au début, de se dire quel est le sens qu'on met derrière et quel est le sens sur lequel on aligne finalement l'ensemble de nos parties prenantes. Si je reprends la transfo digitale, hein, comme tu le dis, qui est le terme qui revient le plus souvent, revenons à l'origine. À la base, ça désigne quand même l'irruption d'outils et de techno numériques, informatiques, Internet aussi, dans des process métiers, dans des business models. Hein. C'est le fameux exemple de la petite boutique, vous savez, de retail qui va mettre en place du CRM ou qui intègre de la vente à distance. Et forcément, ça va avoir des conséquences sur et son business model et les différents métiers qu'elle a dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je vous propose, moi, 3 axes justement pour qualifier votre transformation. Un exercice que je vous invite à faire déjà pour vous-même, lorsque vous héritez justement d'un de ces sujets, ou justement de le faire aussi avec votre collectif pour aligner dès le début tout le monde sur un même sens. La première question à se poser, c'est de quelle nature de transfo on parle. Alors, je vous mets à chaque fois quelques exemples, hein, c'est absolument pas des exhaustifs hein, en termes de liste, mais en tout cas, il y a des inducteurs principaux. Est-ce qu'on parle plutôt d'une transformation du business model hein, et typiquement, nous, chez Orange, on a des entités business qui voilà, sont en train de piloter tout ça. Vous aviez l'OBS Summit, par exemple, pour notre partie B2B, il y a quelques jours. Ils sont vraiment engagés dans une transformation totale de leur business model. Je ne reviens pas sur la transfo digitale ou numérique. Il y a des transformations qui peuvent être davantage axées sur l'évolution des métiers, etc. Les différentes dimensions que vous voyez là, gardez aussi en tête qu'elles peuvent être interconnectées. Donc, vous allez sans doute avoir un inducteur principal, mais pensez-les aussi en termes d'implication et de levier. Typiquement, du digital, ça peut être un levier pour faciliter des modes et des pratiques de travail ou simplifier les fonctionnements. Je vous en donnerai des exemples un peu tout à l'heure. Pareil, si on prend une transfo qui est plutôt digitale à la base, parce qu'on va déployer un nouveau SAP, par exemple, un nouvel outil pour une fonction, même comme l'ARH, une fonction support comme l'ARH, derrière, il va y avoir sans doute des implications en termes d'évolution des métiers, de nouvelles pratiques, peut-être même aussi de gouvernance associée pour prioriser les fonctionnalités. Donc, vous voyez tout ça voilà, en termes d'imbrication. Vous avez un axe principal de transfo, vous avez les différentes ramifications. La deuxième question qu'on se pose, c'est
Ok, super. Mais transformer, en fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Donc là aussi, moi, c'est 5 points clés que j'utilise pas mal en interne pour donner du corps à ce verbe de transformer et ce qu'on recherche à faire. Et donc l'ancrer un peu plus dans des objectifs concrets. Je vous donne quelques exemples sur, pareil, hein, c'est pas forcément une liste exhaustive et je vous invite vous-même d'ailleurs à peut-être réfléchir, il y a peut-être d'autres traductions que vous pouvez donner dans le cadre de votre propre transfo, votre propre entreprise, votre propre contexte. Mais globalement, quand même, on va chercher à clarifier les rôles et les responsabilités. Typiquement, sur un process où souvent il y a du flou, il peut y avoir des redondances et même les acteurs eux-mêmes ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent se positionner les uns par rapport aux autres. On peut chercher à simplifier des processus en éliminant par exemple certaines tâches, en disant sur cette étape-là qui est en fait ultra rébarbative, répétitive, chronophage, on peut par exemple mettre en place de l'automatisation et donc simplifier globalement ce process ou réduire le nombre d'intervenants aussi dans un processus. On peut se dire qu'on va repenser aussi les modes de coopération entre des équipes, entre des entités, notamment dans un grand groupe comme Orange, hein, où voilà, il y a plusieurs divisions, ou entre métiers. On peut penser à la collaboration entre des contrôleurs de gestion et des RH, par exemple, lorsqu'il s'agit de faire travailler sur du budget. Je vous donne un exemple super précis. Nous, là, par exemple, dans une transformation de la fonction RH, sur l'un des axes, on verra ça un tout petit peu plus en détail tout à l'heure, mais on a les acteurs de la formation qui sont quand même pas mal répartis de partout dans l'organisation, plutôt que chacun continue à recréer des fois ou racheter en externe des formations sur des sujets qui sont quand même déjà traités. Alors certes, des fois en le réadaptant de manière super sur mesure pour son contexte, on les a fait travailler ensemble pour mettre en place une sorte de matrice en fait de décision, une matrice de critères pour prendre des décisions et se dire ok, pour tel besoin, est-ce qu'on le fait en interne, est-ce qu'on l'achète en extérieur ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà en interne et qu'on va pouvoir réutiliser et adapter. Et donc tous ces acteurs de la formation qui sont absolument pas dans les mêmes équipes, ils vont pouvoir mieux collaborer entre eux. Quatrième point qui est sur l'allègement et le renoncement à certaines activités. Et là, je ne m'étends pas, mais il y a l'exemple que je prends en permanence, c'est le fameux reporting avec 15 KPI qu'on fait toutes les semaines, qui occupe peut-être une personne à temps plein, sauf qu'en réalité, ce reporting, il est utilisé peut-être une fois par mois en CODIR sur la base de 3 ou 5 KPI. Donc, ce n'est peut-être pas nécessaire de demander en permanence d'avoir ce niveau d'exigence et de travail pour la personne qui est en charge de produire ce reporting. Et puis enfin, simplifier ou mutualiser des organisations. Là aussi, on peut avoir des exemples avec la mise en place de middle office ou de data factory, donc des espèces de pôles d'expertise qui vont pouvoir servir plusieurs équipes dans l'organisation plutôt que chacune essaie d'avoir son expert sur le sujet. Et puis enfin, le dernier axe, c'est à quel niveau ça se conduit. Donc, je pense que c'est assez, quand vous lisez les bullet points, ça se comprend assez vite. Alors, certaines transfos, elles vont pouvoir se mener, je dirais, au niveau de l'équipe en tant que telle. Des grandes transformations, il va falloir vraiment combiner, hein, et c'est notre cas chez Orange, il va falloir combiner les actions à peu près tous les niveaux. Je vous prends un exemple. Super concret, quand on dit, ça a été à la mode là depuis quelques années, les pratiques de feedback. On ne peut pas se contenter de dire un peu en top-down, le feedback c'est génial, faut appliquer du feedback, appliquer le feedback. On ne peut pas non plus simplement se dire, super, il y a des initiatives, il y a des managers qui sont super spontanés, un peu en avance et qui implémentent déjà le feedback et on va attendre que tout ça se viralise dans l'entreprise. En fait, il faut vraiment travailler par les deux et il faut connecter ça aussi avec les pratiques au quotidien. Ça peut être la manière dont on fixe les objectifs individuels ou collectifs, la manière dont on conduit aussi les entretiens individuels avec les collaborateurs. Voilà. Hein, et ça, c'est vraiment un rôle de transformation, de mettre du lien entre ces différentes dimensions.
C'est hyper intéressant ce que tu partages parce que là, c'est vrai que c'est trois questions fondamentales qu'on doit se poser. Et moi, je rebondis même sur le dernier que je trouve particulièrement intéressant. Et au final, à quel niveau ça se passe, à quel niveau ça doit se conduire. Moi, je le vois chez des clients en fait. Comme la transformation, c'est un petit peu l'affaire de tous. Eh bien, en fait, il faut que ce soit porté à la fois par la direction, mais si c'est que du top-down et que la conduite du changement, elle n'est pas faite et que les collaborateurs eux-mêmes, finalement, ils n'adhèrent pas au changement qui est proposé, le risque, en fait, c'est que ça bouleverse cet équilibre qui existe initialement et d'avoir des personnes qui sont trop réticentes, qui vont pas du tout accepter et qui risquent de partir. Et là, c'est le risque de perdre des éléments importants dans l'entreprise. Donc, à quel niveau ça se conduit? Pour moi, il y a cette compétence de conduite du changement qui est hyper importante pour pas non plus casser en fait l'équilibre de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a tout à fait un effort, je dirais, continu de coordination à la fois intelligente mais aussi très pragmatique qui va être nécessaire. Alors après, c'est pas forcément une équipe ou une petite direction comme la mienne de transfo qui doit être forcément formalisée. Ça, c'est à chaque contexte, chaque organisation de le penser. Mais en tout cas, il y a ce rôle-là qui doit être, et cette posture-là, effectivement, qui doit être tenue pour, si je reprends mon exemple, pour s'appuyer et sur le manager qui est un peu spontané et embarquer effectivement les dirigeants et les mettre aussi en responsabilité de pouvoir porter le message. Donc oui, absolument, absolument essentiel dans une démarche de transfo. On a déjà plusieurs questions qui émanent dans le chat et dans l'onglet questions. N'hésitez pas à nous les poser. Peut-être déjà, on va peut-être pas toutes les traiter tout de suite. On gardera quelques questions pour la fin de ce webinaire, mais peut-être déjà une première question qui est posée sur cette slide-là, qui concerne finalement tous ces types de transfo. Ne sont-elles pas imbriquées les unes dans les autres au final? Oui, alors c'est ce que je disais notamment lorsque on était là sur le premier axe de quel transfo parle-t-on. Oui, il y a ce que je disais, il y a souvent des imbrications et des implications en termes de ou d'induction ou de levier. Je prenais mon fameux exemple, une transfo digitale, elle va pouvoir servir aussi de mettre en place des outils d'automatisation et donc peut-être de simplifier certains des processus et donc peut-être aussi d'avoir un meilleur fonctionnement, peut-être plus allégé, plus clair, plus rapide, plus agile pour l'entreprise. Et on pourrait aussi filer la métaphore, enfin filer l'exemple avec les nouveaux métiers ou les nouvelles compétences qui seraient requises pour utiliser cet outil ou pour utiliser derrière la production de cet outil. On pense notamment à toute la partie data, analyse de data et avoir derrière des parcours peut-être clients ou salariés, si on est dans le domaine RH, beaucoup plus ciselés. On a deux réactions également. Alors, Fouette qui répondait à la question de Florence en partageant que normalement, la transfo numérique, elle se concentre sur trois axes, les processus business et notamment les outils, l'expérience client et surtout la culture de l'entreprise. Et Sorana qui nous dit également que les réorganisations répétitives impactent de nombreux collaborateurs. Donc, ouais, c'est intéressant d'avoir vos retours d'expérience et aussi votre façon de voir les choses, vos propres process, vos propres outils. N'hésitez pas d'ailleurs tout au long du webinaire. Le but, c'est que Pierre vous partage, lui, c'est sa façon de voir les choses, son retour d'expérience, ses outils. N'hésitez pas aussi à vous renvoyer l'appareil, à vous partager dans le chat finalement ce que vous pouvez utiliser. Et d'ailleurs, pour créer encore un petit peu plus d'interaction, je vous envoie un deuxième sondage pour vous poser la question, finalement, pourquoi mener une transformation d'entreprise selon vous? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Est-ce que j'ai le droit de répondre moi aussi? Tu as le droit de répondre. Alors, les propositions, c'est soit pour se rendre capable d'exécuter une stratégie, pour le plaisir, pour planifier une réduction d'effectifs ou pour adopter des pratiques agiles. Alors, je pense que chacun peut avoir son avis sur la question, mais je sais que Pierre a concrètement un avis sur la question. En tout cas, là, au niveau des réponses, pour l'instant, les personnes répondent pour se rendre capable d'exécuter une stratégie. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre?
Enfin, moi, j'aurais préféré que vous me répondiez pour le plaisir. Non, mais en vrai, oui, c'est tout à fait. Et ça répond d'ailleurs à l'une des remarques qu'on avait dans le chat. On ne fait pas une transformation justement comme ça pour le plaisir parce qu'on ne sait pas quoi faire dans l'entreprise. Le point que je veux vous mettre en avant, c'est que la transfo, elle va de pair avec une stratégie. Et donc, cette formule, moi, je l'aime bien. C'est pas pour exécuter la stratégie, c'est pour se rendre capable d'exécuter sa stratégie. Ça répond un peu au pourquoi. Et derrière, en fait, de la même manière qu'une stratégie, quand elle est dictée par l'entreprise, derrière chaque métier, chaque entité, chaque direction va se l'approprier et se la traduire en plan d'action stratégique pour soi-même, on peut faire la même chose sur la partie transfo. Et donc, du coup, ça me permet de vous introduire ce premier outil qui est super simple, hein, qui est pas... enfin voilà, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour connaître ça, mais qui a le mérite d'être justement super simple et donc de pouvoir être un super outil pour travailler avec vos parties prenantes, pareil au début, pour donner le sens. 4 questions que vous pouvez vous poser pour continuer à qualifier et à donner le sens de votre transfo. Le pourquoi, donc c'est ce que je viens de dire, pour se rendre capable d'exécuter la stratégie et derrière trouver les manières dont ça peut se traduire en fonction de vos axes strat et de votre contexte d'entreprise. Le pourquoi faire, ça, c'est ce qu'on vient de voir un peu juste avant. Quel type de transfo, est-ce qu'on cherche plutôt à simplifier des process, à clarifier les rôles et les responsabilités des uns et des autres, etc. Et puis, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est les 2 autres questions. C'est comment on fait ça et puis par où on commence. Et alors, pourquoi ces 4 questions, elles sont super intéressantes? Parce qu'elles permettent aussi de répondre aux différentes, je dirais, différentes intelligences que vous allez avoir en entreprise. Certains, ils vont leurs questions de base, ils n'en démordront pas, c'est mais pourquoi on se transforme? D'autres, ce sera de rentrer par le quoi, hein, ce qu'on vient de voir, et d'autres, ce sera plutôt par d'accord, mais c'est super ça, mais c'est que du blabla. Moi, j'ai besoin de comprendre par quoi on commence à travailler et qu'est-ce qu'on craque et comment on le fait. Donc, si je poursuis effectivement sur cette approche, il y a plein de modèles théoriques, plein de littérature que vous allez trouver, plein d'outils aussi, l'approche de Kotter, des trucs comme du Kurt Lewin, des outils comme du Lean Change Canvas, ce qui sert à faire des ateliers avec du Speedboat, du Remember the Future, etc. Ok, tout ça c'est super, c'est des outils, c'est méthodos, c'est des modèles sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous inspirer. Mais en fait, ce qui compte derrière, l'enjeu pour vous, c'est de réussir à vous en inspirer pour traduire ça de façon concrète à votre contexte, métier, d'organisation, d'entreprise, business, et à vos enjeux stratégiques. Moi, 3 déjà premiers messages et enseignements que je vous partage. Tout d'abord, partez des irritants. Donc, on en revient un peu à ce qu'on disait juste avant. On ne fait pas une transfo pour se transformer, on fait une transfo pour se rendre capable d'exécuter la stratégie. Et pour se rendre capable, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à changer. Et donc, pour ça, allez écouter, allez demander aux acteurs qui sont en charge des métiers, qui sont impliqués dans les coopérations qui semblent pas super bien fonctionner, quels sont leurs cailloux dans la chaussure? Qu'est-ce qui est bloquant pour eux? Allez aussi demander à leurs partenaires et leurs clients. Amener aussi ces acteurs-là à se dire, attends, on ne va pas prendre que ton angle de vue à toi, on va aussi prendre l'angle de vue des personnes avec qui tu travailles ou qui bénéficient de tes services. Ça peut être aussi les clients en interne. Hein. On est aujourd'hui peut-être beaucoup concentré sur un aspect RH avec Igo. Les acteurs RH, ils rendent un service à l'ensemble des salariés aussi de l'entreprise. Mon deuxième point, et ça, je peux vous assurer que nous, c'est un axe qu'on a vraiment adopté dès le début de notre démarche, il y a un peu plus de 3 ans.
c'est de se concentrer sur les activités et donc de s'affranchir des boîtes organisationnelles, des filtres bureaucratiques ou des rattachements un peu hiérarchiques. Ah, c'est telle équipe, telle division, telle direction avec qui on va travailler. Non, on va prendre un domaine ou tout un processus, tout un parcours client ou collaborateur, et on va mettre autour de la table et travailler avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dessus, en cassant du coup, en cassant les silos. Bon, ce qui demande derrière de travailler aussi la manière dont on met toutes ces personnes ensemble, dont on les fait travailler ensemble et dont on les fait aussi confronter leur point de vue. Et c'est pour ça qu'il y a mon troisième point qui est de s'inspirer de l'agilité. Alors, je ne demande pas de devenir des Scrum Masters, de fonctionner avec du Product Ownership ou quoi que ce soit. Vous pouvez, hein, si ça donne du sens et si ça clarifie le fonctionnement de votre transfo avec tous vos acteurs, why not? Mais je veux dire, c'est absolument pas nécessaire, voyez, de respecter by the book une méthodologie agile. En revanche, inspirez-vous-en, soyez dans un mode itératif, adaptez votre transfo par domaine, à chacun des sous-contextes finalement dans votre orga, et puis assurer une coordination, c'est ce que je disais précédemment, à la fois pour continuer à avoir le sens et s'assurer que tout le monde finalement avance dans une même direction, mais aussi pour trouver des synergies ou des points de blocage qui vont être communs à vos différents projets de transfo, et donc faire force par le nombre pour pouvoir les lever. Je vais vous donner quelques exemples juste après. La manière dont on traduit ça, nous, et donc ça, c'est une proposition d'approche que je vous fais, qui est vraiment la manière dont nous, on fonctionne pour transformer notamment ce qu'on appelle les fonctions centrales et supports du groupe chez Orange. Hein, donc, c'est tous les métiers comme la RH, les métiers de la finance, les métiers de l'immobilier ou du juridique. On a un rôle en travaillant avec ces métiers-là, tout d'abord, d'identifier l'écosystème des acteurs concernés. Et alors, je ne vais pas vous le refaire sur chacune des boîtes, mais le concept de l'itération, il est vrai pour chacune des boîtes. On peut commencer avec une première version de l'écosystème des acteurs concernés, et puis au fur et à mesure qu'on avance en fait dans notre transformation, on se dit ah, là en fait, ce serait intéressant de remettre dans la boucle des acteurs qu'on n'avait peut-être pas identifiés au début. Vous allez les amener à poser et partager un diagnostic entre eux et avec leurs parties prenantes. Cette étape, elle est super claire parce qu'elle va permettre de factualiser ce qui est souvent de l'ordre de l'intuition ou un peu de rengaine. Ah, on sait que tel truc ne fonctionne pas parce que c'est la faute de tel machin ou de tel outil. OK, là, on va le poser et on va essayer de le factualiser. Et surtout, on va confronter les points de vue. Et en fait, ce dont on va se rendre compte, c'est que le diagnostic, au global, tout le monde est souvent à peu près d'accord. Quand on commence à rentrer dans le détail, c'est là où on a des angles de vue un peu différentes. Et donc, c'est ça qui va être super important de garder cette matière-là et de voir où est-ce qu'il y a des points de convergence et où est-ce qu'il y a des points de divergence. Ça va nous amener à notre troisième étape qui va être de se dire, comme on a travaillé à partir des activités, OK, quelles sont les activités qui sont prioritaires à transformer pour gagner des marges de manœuvre et pour continuer en mode itératif à faire notre transfo. Et tout ça, vous l'accompagnez par une structuration. Là, on rentre vraiment dans un mode projet, une structuration en mode projet. Ça veut dire on met un copil, on met des porteurs, on met des responsables aussi, on met du sponsoring, on va chercher du sponsoring et on essaie d'avoir une bonne équation en la matière. Typiquement, nous, chez Orange là-dessus, je vous parlais des fonctions centrales et support, on a essayé d'avoir des sponsorings qui soient équilibrés entre des personnes qui sont justement dans ces fonctions centrales et support et d'autres qui sont plutôt dans des divisions plus opérationnelles et qui sont plutôt bénéficiaires, vous voyez, de ces fonctions, des fonctions centrales. L'étape suivante, on rentre vraiment dans le mode projet et là, il faut engager les porteurs et les contributeurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste attendre que les porteurs eux-mêmes fassent avancer la charrette s'il n'y a personne qui veut jouer avec eux. Et pour ça, on équipe
avec des outils, avec des méthodos, avec de l'accompagnement, on responsabilise. Donc, c'est là où on peut se dire, bon, ben, faut se donner quelques jalons avec des livrables un peu clés, sans que ce soit forcément les livrables in extenso de toute votre transfo. Et parmi les livrables que vous pouvez leur demander, c'est justement des propositions de scénarios. Alors, pas juste des propositions de scénarios en l'air, mais des propositions de scénarios détaillés avec des impacts en termes de bénéfices attendus, mais aussi de coûts ou d'efforts et peut-être de renoncements qui pourraient être mis en œuvre, et tout cela pour pouvoir porter justement à l'arbitrage. Cette démarche-là, elle est accompagnée par, on disait tout à l'heure, une coordination intelligence et pragmatique, donc un porteur de la transfo. Le rôle, hein, voilà, comme je vous disais, il n'est pas forcément à être défini en tant que tel avec une direction de la transfo dans votre entreprise, hein, ça c'est vraiment à vous de voir, mais qui doit lui porter au moins 3 missions derrière. Tout d'abord, c'est de piloter et d'animer une gouvernance et partager un socle méthodo commun pour que justement les différents projets à un moment donné puissent quand même se recroiser et trouver les fameuses synergies. Il doit être là aussi pour soutenir, donc par des outils vraiment très pratiques, de l'accompagnement méthodo, et puis de lever des obstacles du système, c'est-à-dire des fois être lui-même en porteur de projets pour des sujets qui vont être super transverses. Je vous donne un exemple. Entre de la fonction finance, de la fonction RH, de la fonction juridique, immobilière, etc., l'axe du digital dont on parlait tout à l'heure, oui, est un levier très clair de transfo, et notamment tout ce qui est RPA pour simplifier des process. Nous, dans l'équipe de transfo, on a pris en charge le fait de mutualiser justement une équipe qui existait déjà, mais lui étendre son portefeuille d'action pour l'ensemble de ses fonctions, une équipe d'experts sur des robots, du process automation et du traitement de la data pour qu'elle puisse servir justement l'ensemble de ses fonctions, ce qui n'était pas le cas précédemment, et donc organiser ça avec toute une roadmap justement et une priorisation des différents use cases à traiter. Et puis mon dernier point, adapter et ajuster votre démarche en continu. Le mode itératif, l'adapter aussi à chacun de vos contextes. Illustration, peut-être là-dessus. Et donc, on rentre vraiment là dans du très concret et un exemple super précis. Alors, mon expression cortar la vaca, je l'emprunte à une de mes collègues qui venait d'Espagne il y a 3 ans et qui un jour nous a dit, qui s'occupait plutôt de transformation sur l'axe culture, adopter une culture plus agile dans l'entreprise. Quand on hérite d'un sujet comme ça veut tout et rien dire. Et donc, un jour, elle me dit non, mais donc, voilà, moi, mon plan d'action, j'ai coupé la vache. J'étais un peu étonné, je m'excuse d'ailleurs pour les végétariens, mais ça veut simplement dire que on va lotir en fait notre travail. Si je reprends mon exemple de la transfo des fonctions centrales, il y a un objectif qui est commun pour l'ensemble d'entre elles, mais leur contexte, métier, d'application et même leur maturité est pas le même. Donc, on va déjà, de manière assez simple, le découper par grandes fonctions, tout en assurant qu'elles sont toujours coordonnées. Et si je fais un zoom sur la partie RH, on intervient de manière un peu schématique, mais en tout cas à 4 niveaux. Un premier niveau qui est de dire entre ce qui est de l'ordre du centre ou du corporate, peut-être que vous l'appelez comme ça chez vous, et de l'ensemble des pays ou l'ensemble des entités opérationnelles, on clarifie déjà ce qui est de l'ordre d'un socle commun et d'une répartition entre ce qui est assuré par le centre et ce qui est de la responsabilité plutôt du local. Et ça sur 9 piliers, 9 grands domaines RH. On a une particularité chez Orange, c'est qu'on a beaucoup d'entités qui sont présentes en France, et donc un métier comme l'RH qui est très transverse et présent de partout. Et on a fait prioriser aux acteurs de l'ensemble de ces entités 5 domaines d'activité prioritaires et qui sont transverses à toutes leurs entités.
donc vous les voyez en termes d'illustration sur la droite. Mais c'est 5 grands domaines, donc avec des porteurs, avec des sponsors, et derrière redécouper eux-mêmes en 25 projets ou chantiers qui sont très précis et qui sont des sujets à craquer et qui peuvent être derrière un portefeuille un peu de projets qui se renouvellent. Derrière, il y a par exemple la valorisation des métiers de RH de proximité ou travailler sur le process de recrutement interne. La brique de dessous, elle est tout aussi essentielle, c'est-à-dire que dans chacune des directions, il y a ce programme ou ces projets de transfo d'ensemble, mais dans chacune des directions et sur chacun des métiers, il y a aussi des pistes de transformation, de meilleure collaboration, de plus de fluidité, d'allègement, de simplification qui peut être menée. Et même, je redescends au dernier niveau, chaque acteur, chaque manager avec son équipe et chaque salarié a lui-même une propre action à mener en termes de transfo. Et donc, je complète. Pour tout ça, vous allez me dire, d'accord, entre le niveau super élevé et le niveau justement super opérationnel quotidien de n'importe quel collègue qu'on peut croiser dans les bureaux ou en télétravail, typiquement, nous, ce qu'on a fait côté transfo, c'est que la démarche et notamment des outils méthodaux qu'on utilise dans la démarche que je vous ai présenté avant, donc plutôt pour des sujets très transverses et plutôt complexes, on a fait une version simplifiée, adaptable, avec tout un kit, on va dire, tout un tutoriel pour monter en compétence dessus, à destination des managers, pour que chaque manager puisse aussi répliquer ce type de démarche à son propre niveau, questionner les missions et les activités de son équipe et peut-être une meilleure répartition des tâches dans son équipe. Si je fais un zoom là sur mon modèle, ce qu'on les invite à faire, donc, c'est de repartir des activités, de se questionner de avec qui ou pour qui on remplit cette mission ou cette activité-là. Quelle évolution on pourrait en faire? Est-ce qu'en fait, il faut qu'on en fasse plus parce que ça devient absolument stratégique et il y a de plus en plus d'attentes? Ou au contraire, si je prends l'autre bout de l'échelle, peut-être qu'on peut arrêter parce que c'est une activité qu'on faisait par le passé, mais qui n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, qui n'a plus vraiment d'utilité. De les amener aussi à se questionner justement sur la raison pour laquelle il y aurait cette évolution et de se questionner sur des leviers qui peuvent être du digital, qui peuvent être de la mutualisation avec d'autres équipes, qui peuvent être aussi, on peut aller jusqu'à de l'externalisation. Il y a des choses, on se dit, finalement, on le faisait avant parce qu'il n'y avait pas de solution sur le marché. Maintenant, il y a plein de RH Tech, de FinTech ou quoi que ce soit qui proposent des outils sur étagère. Plutôt que faire un truc dans notre coin tout seul, on prend un produit qui est sur le marché et qui va aussi nous simplifier la vie. Ça, c'est pour mon axe méthodo. Pour continuer à donner des clés de compréhension et d'action, il y a plein d'autres types d'outils vraiment super pratiques au quotidien et qui permettent de concrétiser, je dirais, le passage à l'action et l'évolution de ces pratiques. Je vous donne quelques exemples et on vous en a mis deux, je crois, en annexe, mais il y a des choses un peu toutes bêtes comme donner des définitions partagées pour que sur des concepts comme de la transfo ou de l'agilité, finalement, dans un même groupe, dans une même entreprise, on parle quand même à peu près de la même chose. Des choses plus interactives, comme par exemple un autodiagnostic sur justement ces postures en termes de culture qui permet à un manager, par exemple, avec son équipe, de se dire « Ok, où est-ce qu'on en est en termes d'esprit de service vis-à-vis de nos parties prenantes ou en termes de collaboration entre nous ». Et donc là aussi, d'être dans cette démarche dont je parlais tout à l'heure, de poser un premier diagnostic pour en tirer derrière des plans d'action. Ou, je prenais mon exemple du feedback, des kits de mise en application du feedback avec un peu des penses-bêtes, comme il faut savoir bien parler pour se dire, il faut que je donne un feedback d'un point de vue factuel, que j'exprime ce qui est de l'ordre du sentiment, que j'exprime des besoins et je peux proposer, et je peux faire des propositions FSBP. Voilà. Et enfin, l'axe de com. Alors, on disait au début, en approche candide, il faudrait communiquer en interne pour donner le sens. Oui, c'est super important de communiquer, mais communiquer quoi et à qui? Donc, la communication, vous devez travailler sur des éléments de com qui soient à la fois
généraux pour s'adresser à tout le monde et en même temps assez ciblés pour certaines populations, des porteurs de transfo par exemple, ou des acteurs RH qui accompagnent la transfo, ou des managers, ou peut-être des cadres dirigeants. Vous allez à chaque fois adapter aussi les éléments de com que vous souhaitez leur passer et dont vous souhaitez aussi les équiper pour qu'ils soient eux-mêmes des relais dans l'entreprise, des relais de com et aussi des relais d'action. Et puis mon dernier point, c'est de favoriser l'échange bottom-up et transverse parce qu'il faut se nourrir de preuves concrètes, de petites initiatives, ne serait-ce que pour dire, en fait, la transfo, c'est pas juste un tunnel et puis on attend pendant 3 ans qu'il y ait quelque chose qui en sorte. Non. Ça permet aussi d'inspirer les uns les autres. Ah, il y a le voisin qui a mis ça en place. En fait, c'est possible. Donc, moi aussi, je pourrais le tester. Sur tous les outils ou les méthodos là, dont je vous parlais, mettre en avant des personnes qui l'ont utilisé. Les difficultés qu'elles ont rencontrées, les tips pratiques qu'elles peuvent partager et aussi les succès qu'elles ont rencontrés et notamment les résultats qu'elles en ont tirés. C'est super riche. Merci pour ce retour d'expérience, Pierre. Je vois qu'il est déjà 11h45 et qu'on a pas mal de questions. Alors, moi, j'ai pas pu lire l'ensemble de vos justement, commentaires. on va les parcourir. Pour moi. Alors déjà, vu qu'on va rentrer dans ce temps de questions-réponses, je vous invite toutes et tous à vous rendre dans l'onglet questions, juste à côté de l'onglet chat en bas à droite. Alors là, on a Florence et Nicolas qui sont au taquet et qui nous ont envoyé plein de questions déjà. Vous pouvez, pour information, voter pour les questions pour lesquelles vous voulez avoir une réponse tout de suite en cliquant sur la petite flèche sur la gauche de la question. Comme ça, on va pouvoir prioriser et voir par où on commence. Et écoute, je te propose de commencer avec la toute première question qui a été posée par Nicolas et qui recense 5 votes. Donc, apparemment, on est plusieurs à se poser cette question. Qu'est-ce qui te fait dire qu'une transformation est terminée et réussie ? Alors, j'ai pas de réponse magique et si j'en avais une, je pense que je ne serais pas chez Orange, je serais un grand pape de la transfo et je serais aux Caraïbes en train de dispenser des webinaires. Je vais remettre ça en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'approche itérative et le côté pragmatique de la transfo. C'est-à-dire, cherchez pas forcément dès le début à vous dire nos KPI de transfo réussi, ce sera ça, ça, ça. Ça peut être utile de fonctionner comme ça parce que ça donne effectivement un peu un objectif et une ligne de conduite très concrète justement pour des projets qui des fois peuvent être un peu flous. Mais soyez agile dans le mode, il y a un moment donné, en fait, on avait défini ce KPI, mais il n'est plus forcément super adapté, on peut le remplacer par un autre. Premier point. Deuxième point, ce qui fait qu'une transformation est réussie, c'est, je reprends mon bloc des irritants, c'est qu'on a pris certains des cailloux dans la chaussure, on les a enlevés et on a mesuré le fait que ces cailloux, effectivement, ils n'étaient plus là. Peut-être qu'il y en a d'autres à la place. Et du coup, je continue de répondre à la question, on pourrait dire qu'une transformation, c'est un peu jamais fini, parce que quelque part, on a toujours des problématiques sur lesquelles on souhaite améliorer. Et comme nos entreprises, elles sont quand même assez vivantes et qu'elles bougent pas mal, je pense que c'est pas demain qu'on va arriver à une entreprise qui sera totalement parfaite dans son fonctionnement. Voilà quelques éléments de réponse. On a une autre question, alors de Florence qui avait reçu également un vote. Alors, qui nous pose la question, que pensez-vous du concept de Burning Platform pour ignite la transformation d'entreprise, good or bad, nécessaire? Oui, alors merci Florence qui nous écrit d'Australie. Oui, alors je l'ai pas forcément mis en avant, mais lorsqu'on donne le sens et sur le pourquoi, si j'ouvre la boîte, il y a ce qu'on entend souvent dans les méthodos, c'est dire qu'il faut créer le sentiment d'urgence et il faut travailler sur l'urgence. Donc ce concept de burning platform, c'est ça, c'est effectivement dire, mais le pourquoi on se transforme, c'est parce qu'on a une urgence. C'est dans des contextes business, c'est souvent plus facile de trouver une urgence très concrète
sur laquelle tout le monde va se réunir que sur voilà, des fonctions un peu support qui sont l'essentiel de mon activité aujourd'hui, où les impacts business peuvent être quand même assez éloignés. Ça ne veut pas dire que les acteurs en sont pas concernés, mais ils se disent, mais tout ça est tellement loin de nous, c'est tellement pas ricochet qu'on peut agir dessus, que le sentiment d'urgence, il s'estompe. Néanmoins, oui, il faut travailler là-dessus. Après, moi, je suis pas forcément... et ce que j'ai vu, c'est que c'est pas forcément en mettant les gens sous pression avec un mode oh là là, c'est la fin du monde et tout, qu'on va au mieux les embarquer. Le côté positif est de dire plutôt, mais en fait, déjà, c'est pas une transformation qui va se faire dans son coin à côté de vous, c'est vous les acteurs de la transfo, parce que c'est vous qui êtes les sachants, et on repart de vous, vos irritants, donc vos problèmes, c'est ces problèmes-là qu'on va lever, parce que si on lève ces problèmes, c'est pour que vous serviez davantage l'entreprise, les clients, la performance au global, c'est plutôt dans ce mode. Et puis après, c'est à vous qu'on donne le stylo pour écrire les propositions. C'est plutôt ce modèle, voilà, peut-être un peu plus optimiste, je ne sais pas, et constructif qu'on a adopté. Merci pour tes éléments de réponse, Pierre. N'hésitez pas à nous dire, Florence, Nicolas et les autres aussi, si du coup ça apporte des éléments concrets et si ça répond bien à vos questions ou s'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit. On avait une autre question de Nicolas qui porte sur l'approche à avoir pour valoriser l'impact d'une transformation et notamment pour la phase de négociation, prise de conscience de la direction générale. Oui, alors, tout un sujet. Pareil, je reviens à mon compte du début. Il faudrait avoir un sponsor. Là, la fée de Cendrillon qui, hop, d'un coup de baguette magique, fait tout. En fait, la réalité est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire souvent, oui, une transfo, elle va quand même être d'ampleur, elle va quand même être impulsée à un moment donné par le top. Elle doit être impulsée par le top management, par les leaders de l'entreprise, mais ça ne suffit pas à tout seul. Il y a deux cas. Ou bien c'est le top management qui dit qu'il faut absolument qu'on se transforme parce que moi j'ai identifié ceci, cela, mais dans tous les cas, il ne descendra pas dans le détail. Donc, à travailler avec lui, justement, les éléments de com un peu général dont je parlais, mais derrière, toute la tuyauterie, c'est avec les niveaux en dessous que ça se travaille, et puis les propositions peut-être d'arbitrage, notamment très structurantes, peuvent remonter au top management. Le deuxième cas, qui est quand même souvent celui qu'on rencontre davantage, c'est que le besoin de transfo, ou le burning platform, si je reprends l'expression de Florence, il part quand même plutôt des équipes, de frustration. Quand je disais tout à l'heure, on part des irritants, nous on a un baromètre, vous voyez, chez Orange qui s'adresse à l'ensemble des 140 000 salariés dans le groupe, et donc on a plusieurs items là-dessus sur est-ce que je comprends la strate, est-ce que je suis fier d'appartenir au groupe, et des questions sur est-ce qu'on travaille assez en mode agile, est-ce que les rôles sont clarifiés, etc. Bon, tout ça, c'est on part de ces réponses-là pour aussi nourrir le fait qu'on a besoin de se transformer et remonter et orienter d'ailleurs peut-être auprès de nos dirigeants les axes prioritaires de transformation qu'il faudrait adresser. Et après, on a effectivement leur sponsoring pour aussi engager toutes les strates managériales. Super, c'est très clair. Alors, j'avance parce qu'on a encore 2 questions. On va voir si on a le temps de tout traiter avant la fin du webinaire. Une autre question de Florence qui nous dit « Dans mon entreprise, le programme de transfo travaille en autarcie sans engagement du business, sans change management, sans volonté des execs. Pensez-vous que ce soit une approche valide pour la transfo d'entreprise? Et si oui, comment gérer les tensions entre Old World et New World qui en émanent ?» Alors, bon, ma réponse est assez directe. Non, ce n'est pas une bonne approche. Ce type de transfo, alors, il y a deux écueils de transfo dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Le premier, c'est de dire « Ah, moi, je fais de la transfo parce que je fais plein d'ateliers, j'utilise du LCC, je fais du speedboat, etc. » Bon, ça, c'est super, ça donne un boost d'oxygène aux personnes qui sont les plus extraverties. Ça peut quand même assez facilement gonfler les personnes qui vous disent « Non, mais attendez, moi, je prends du temps et ce truc-là, ça sert à rien. » Mais même les personnes les plus extraverties, au bout d'un moment, elles vont vous dire
ok, super, mais je suis frustré parce que pourquoi faire? Il n'en sort rien de tous ces ateliers d'intelligence collective. Et le deuxième, ce serait de dire transfo égale réorg, et donc on travaille dans notre coin, on pond je ne sais pas combien de slides, et puis après, hop, il n'y a qu'à faire. Ça a toutes les chances de absolument pas régler le problème, d'avoir des mauvaises décisions justement en repartant sur juste des boîtes d'organisation ou changer des têtes, et en fait de absolument pas traiter le problème de fond. Les meilleurs conseils que je pourrais donner dans ce cas-là, ben, c'est inspirez-vous de la démarche que je vous ai présentée aujourd'hui. Trouvez les bons relais, les bons sponsors aux différents niveaux aussi de l'organisation, peut-être aussi avec les différentes populations. Je vois tension entre Old World et New World. Il y a peut-être des gens qui sont depuis très longtemps dans l'entreprise, qui ne sont pas du Old World, qui sont du New World, et donc qui peuvent être vos alliés. Voilà, dans l'identification des acteurs dans l'écosystème dont je parlais, c'est aussi ça, aller chercher les alliés et puis aller chercher les personnes qui sont peut-être un peu bloquantes au début, mais qui en fait, qu'on va leur expliquer tout le sens de la démarche, qu'on va leur donner le silo, vont se dire, ok, là ça vaut le coup, parce que justement, c'est pas une démarche, je vais pas être dans une démarche où il y a de la transfo qui est travaillée d'un côté et après moi je me récupère le bousin, mais je vais pouvoir influencer cette transfo. Super, merci Pierre. Et peut-être en 2 mots pour répondre à la toute dernière question dans l'onglet, quelle métrique ou type de métrique faut-il suivre et piloter dans le cadre d'une transformation? Bah alors là, ça dépendra beaucoup de la nature de la transformation dont on parlait. Voilà, il peut y avoir des métriques business. Je pense qu'il doit toujours y avoir, en tout cas, des métriques sur les acteurs du domaine qui est transformé, du sens qu'ils vont trouver, des modes de travail et donc de leur plaisir aussi à travailler, du sens qu'ils trouvent dans leur travail, et puis les différentes parties prenantes. Voilà, faut pas qu'une transfo elle se fasse au bénéfice de certains et au détriment d'autres. Hein. Complètement. Super. Bah, merci beaucoup. On a fait le tour de toutes les questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne du coup les 4 dernières minutes pour conclure et vous partager quelques actus sympas qui risquent de vous intéresser. Alors, de mon côté, les premières choses que j'ai à vous partager, c'est la newsletter Pops. Toutes les 2 semaines, côté Aigo, on vous envoie une newsletter où on vous partage tout un tas de conseils actionnables, des templates, des nouvelles pratiques, des retours d'expérience, ce type de webinaire aussi qui est relayé sur notre newsletter, dans le but de vous aider à attirer et motiver les meilleurs talents dans vos équipes. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous y abonner. Et je vous partage aussi un chef-d'œuvre dont on est très fiers. On a mis une petite année à rédiger un livre blanc sur People Operation. Si ça vous intrigue de savoir un petit peu plus ce que c'est et comment vous pouvez implémenter ce type d'approche chez vous, eh bien, je vous mets aussi dans le chat le lien pour accéder gratuitement à ce livre blanc. Et je sais que Pierre, tu as une actu pour demain. Alors, je te laisse nous en dire un petit peu plus. Ouais, alors petite actu pour les gens qui sont sur Paris et qui ont peut-être dû rester chez eux aujourd'hui à cause de la grève des transports. On reçoit ici dans notre nouveau siège qu'on a ouvert l'année dernière, donc qui est plutôt sympa, l'association nationale des DRH pour leur séminaire Jeunes Pro. Donc je crois qu'il y a encore des places disponibles pour s'inscrire. On vous a mis le lien. Si votre entreprise est adhérente, vous n'hésitez pas. Et puis je crois que si elle n'est pas adhérente, vous pouvez quand même peut-être tenter de vous inscrire, de venir. Voilà. Je le partage dans le chat, le lien pour que ceux qui s'intéressent à ça puissent s'inscrire. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous. Je vous envoie un dernier élément dans le chat pour ceux que ça intéresse de recevoir les slides qu'on a partagés avec tous les outils et l'approche proposée par Pierre. Vous pouvez récupérer le kit de slides dans le lien que je vous envoie, le dernier lien que je vous envoie dans le chat. Ça nous permettra aussi de prendre votre avis. Il y a quelques questions qui concernent justement ce que vous avez pensé de ce webinaire, si ça a été utile, si vous avez des questions complémentaires. Et Pierre, comme moi, on reste disponible à la suite du webinaire. Si vous avez envie de creuser certains sujets, on est à votre disposition.
Ouais, et merci effectivement de répondre au Typeform. Ça, voilà, vous voyez, un truc super pratique. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir mis en place dans l'ensemble des pratiques, d'avoir du feedback. Donc, ça veut dire demander du feedback, mais c'est aussi donner du feedback sur les différentes présentations des gens. Donc, merci pour vos retours. Merci pour votre écoute, votre participation. Je vais lire l'ensemble des commentaires et des questions aussi a posteriori. Et puis, s'il y en a certains qui veulent me recontacter derrière, effectivement, Morgane vous passera mon contact. Merci à tous, un grand merci à toi, surtout Pierre, pour ce riche retour d'expérience que tu nous as offert aujourd'hui. C'était un plaisir. Je vous dis à tous bon appétit et bonne journée du coup. Plaisir partagé, très bon appétit à tous. Au revoir.